Voilà, cette musique, ce jingle, il nous a manqué pendant 3 semaines, hein. Bon, Ah bon? voilà, puis du moins il a manqué à certains, hein. Moi, je suis sûre que je t'ai développé un Il petit... a manqué à certaines personnes et tout ça. Et donc, voilà, on le réécoute avec beaucoup de plaisir. On va dire ça comme ça. On le réécoute avec beaucoup de plaisir. Puisqu'on va retrouver Jade. Jade qui va... Rebonjour Jade. Bonjour Cyril, j'ai une question. Sois honnête avec moi, avec toi, avec toi-même, avec moi-même. Quand tu entends cette musique, quand tu entends Beyoncé, parce que ça arrive que de temps en temps elle passe dans des magasins, ou tu sais, tu es dans la rue et tout d'un coup tu entends Who Run the World, Beyoncé. Est-ce que tu as une petite seconde de frayeur en te disant oui, Jade? Sois honnête, sois honnête. Je n'écoute plus ça. J'ai supprimé ça de toutes les playlists de chez moi. Ok? C'est bon, c'est clair là? J'ai supprimé. Voilà. Tu m'as demandé d'être honnête, hein? Commençons la chronique. Non, non, non. On lance aucune chronique. J'ai supprimé. Tu voulais m'entendre, je t'ai dit ce que je pense. Jade, le premier mai, il y a quelques jours, il y a eu un article dans le journal Le Monde sur Caster Semenya. Caster Semenya, 2 points. Retour sur la polémique autour de cet athlète hyper androgène. Quelques temps après, il y a eu c'est la même période, il y a eu des championnats d'athlétisme à Doha. Oui. Et où, aux 800 mètres, Caster Semenya s'est présenté. Et comme, j'allais dire, aussi, je veux dire, c'est d'une banalité même. Elle a remporté, mais avec Tout à fait. 3, 4, 5 secondes devant elle. Yep. Mais je voulais revenir sur quelque chose sur cet article-là, puisque tu vas nous parler d'elle, où on dit que le tribunal arbitral de sport a rejeté le recours de Caster contre les règles de la Fédération internationale d'athlétisme, puisque elle conteste une mesure qui oblige les sportifs. Mais tu vas annoncer toute ma chronique. Tu vois un peu. Non, 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 je ne vais pas passer. C'est de ça que tu vas parler. Oui, tout à fait. Mais en fait, c'est juste ce que j'ai lu. Et quand tu m'as dit, toi, tu vas montrer comment le racisme, le sexisme et la transphobie, l'alliance gagnante, voilà, se joignent à la course. Bon, alors c'est très subtil. C'est du Jade, hein. Je me suis dit, ouais, j'ai hâte de voir comment tu vas amener ces concepts-là dans quelque chose qui paraît quoi, de l'ordre du naturel, du sport, où il y a racisme, où il y a sexisme, et où il y a transphobie. Tout à fait. Ouais. Donc, pour donner quelques contextes, parce que toi, tu connais Semenya Caster, mais on va quand même présenter pour les personnes qui ne connaissent pas qui elle est. Semenya Caster est une athlète sud-africaine. Comme tu l'as dit, c'est une double championne olympique, triple championne du monde. Notamment, sa spécialité, c'est le 800 mètres. C'est une athlète à la course. Et actuellement, elle fait énormément l'actualité. Non pas l'actualité grâce à son palmarès particulièrement impressionnant, mais parce que, comme tu l'as dit, elle vient de perdre un procès qu'elle menait contre CAS. Donc, c'est la Court of Arbitration for Sport. Donc, c'est le tribunal arbitraire du sport. Et donc, elle était en procès à ce tribunal-là contre l'IAAF, qui est l'Association internationale des fédérations d'athlétisme, qui est en fait la grosse association qui décide comment va se passer l'athlétisme, qui décide des règles, qui décide de quels sont les critères qu'il faut rejoindre pour avoir le droit de participer, etc. Tout à fait. Et en gros, pourquoi Semenya Caster était en procès contre cette association? Elle contestait l'injonction à la médicalisation, pour faire baisser son taux de testostérone. On va expliquer ce qui s'est passé. Mais en gros, l'association avait ordonné à Semenya et aux athlètes femmes qui répondaient aux mêmes critères que Semenya, je vais parler de quoi, de prendre des médicaments pour faire baisser son taux de testostérone et avoir le droit de participer aux prochaines compétitions. Sous-entendu, si elle refuse de prendre ces médicaments-là, elle ne participe pas aux prochaines compétitions, notamment aux Jeux Olympiques de 2020 qui se passent à Tokyo, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Donc, on va contextualiser tout ça parce qu'il y a énormément de choses à dire sur cette affaire qui est particulièrement choquante. Il faut comprendre que ça n'a pas débuté en 2018 avec ce procès. En fait, Semenya face à l'association de fédération de l'athlétisme, c'est une affaire qui remonte depuis 2009, d'accord? À ce moment-là, elle a 18 ans. Elle vient de commencer, on va dire, sa carrière professionnelle dans l'athlétisme. Et alors qu'elle vient de commencer à être reconnue pour notamment sa vitesse, des experts, énormes crochets autour du terme expert, remarquent sa vitesse, remarquent son physique et s'interrogent si elle est bien une femme.
Donc déjà, il faut bien comprendre qu'en 2009, ils se disent, ok, elle est vraiment trop rapide et si on la regarde, elle ne fait pas vraiment femme. Donc on va l'obliger à passer des tests, on va exiger qu'elle passe des tests pour prouver que c'est une femme. Donc ça commence déjà là, à ce moment-là, en 2009, alors qu'elle n'a que 18 ans. Je tiens à faire remarquer que les responsables de l'association du sport d'Afrique du Sud a défendu Semenya Caster, bravo pour ça d'ailleurs, ont pris position en disant de quel droit vous permettez, depuis vos standards de ce qui est supposé être la féminité, depuis vos standards occidentaux de population blanche, de quel droit vous vous permettez de critiquer, de juger et en plus de demander à vous prouver ce à quoi doit ressembler une jeune femme noire. Ils sont allés défendre Semenya Caster avec ce discours en disant « Votre traitement est raciste ». Je rajouterai également sexiste. Donc, il défend. Malheureusement, pour qu'elle ait le droit de participer aux compétitions, elle finit par se plier à la demande. Donc, elle passe des tests. Et il faut bien comprendre que ce sont des tests qui ne sont pas passés automatiquement si vous voulez participer à la compétition. Il faut prouver votre sexe. Non, c'est vraiment le côté arbitraire. Le côté arbitraire de la décision, c'est des gens l'ont regardé, ont dit « Tu ne ressembles pas à une femme. Prouve-nous que tu es une femme. » Voilà ce qui s'est passé. C'était vraiment l'arbitraire de la décision. Elle a été obligée donc de se soumettre à des tests invasifs et dégradants, mais des tests qui, selon les tests qui ont été faits passer par l'association, ont reconnu qu'elle était une femme. Donc, ils ont dit, OK, tu es bien une femme, tu as le droit de participer. Donc, déjà, on commençait à envisager la possibilité qu'elle ne soit pas une femme. Non, commencer à envisager l'horreur de la situation. Ouais, le fait que son corps et le fait qu'elle dise qu'elle est une femme soit discuté en place publique au point qu'elle est obligée de passer des tests. Bon, on l'autorise à passer les compétitions. Comme je l'ai dit, sa carrière est fulgurante. Elle est double championne olympique, triple championne du monde. Elle bat les records en fait sur 800 mètres. Pas tous les records. Elle n'a pas un record du monde à la Usain Bolt dans le sens où on se demande même comment un corps humain peut... Voilà, exactement. Donc, ils exigent des tests. Comme j'ai dit, c'est complètement arbitraire. Bon, elle bat les records, gagne les championnats. Et il faut également comprendre que même si elle a dû faire passer ses tests médicaux, son dossier médical n'a jamais été public. Elle n'a jamais discuté publiquement des tests qu'elle avait dû faire ou de ce qui s'était inscrit dans son dossier médical. On a juste su, ok, elle a passé des tests et les tests disent qu'elle a le droit de participer en tant que femme, point. En dépit de cela, on a les médias, on a ses co-compétitrices, on a le milieu sportif qui vont commencer à balancer des termes à droite à gauche à propos de son dossier médical ou à propos de son genre. En gros, on va scruter son corps, on va scruter son genre, on va scruter ses performances et on va commencer à balancer des termes. Par exemple, on a des médias qui vont dire « Ah, elle est hermaphrodite ». D'autres médias qui vont dire « En fait, c'est une femme trans ». D'autres médias qui vont la mégenrer en disant « C'est un homme ». D'autres médias qui vont parler d'hyperandrogénie. À ce moment-là, on n'a même pas son dossier médical. Donc, en gros, on commence à spéculer sur pourquoi elle est aussi rapide et pourquoi elle ressemble à ce qu'elle ressemble. Il y a quelque chose qui cloche. Voilà ce qui va se passer. Donc, ça sort du domaine privé depuis le début. Je répète encore une fois, pourquoi je parle de transphobie, c'est important de comprendre pourquoi il y a de la transphobie pour comprendre l'importance des discriminations qu'elle subit. Ce n'est pas une femme trans, c'est une femme cis, c'est-à-dire qu'elle a été assignée femme à la naissance, elle a toujours été femme, elle s'est toujours présentée femme, elle ne s'est jamais présentée comme autre chose que femme, c'est une femme. Et il se trouve en plus que c'est une femme lesbienne mariée, donc on a des médias qui vont mélanger genre, orientation sexuelle et qui vont balancer des termes à droite à gauche en mégenrant et en insultant Semenya Caster. Et il faut bien comprendre aussi qu'en dépit que ce soit une femme cis, comme elle l'a toujours dit, pourquoi je parle de transphobie? Parce que les personnes vont sous-entendre que c'est une femme trans sous prétexte qu'elle a un physique qui ressemble à un masculin pour quelqu'un qui se présente comme une femme. Pourquoi c'est de la transphobie? C'est que vous beaucoup d'amalgame, hein? Beaucoup d'amalgame, mais aussi c'est de la transphobie parce que vous sous-entendez que toutes les personnes trans, ce sont des personnes qui physiquement ne ressemblent pas à ce qu'elles devraient ressembler ou ne ressemblent pas à la manière dont ces personnes-là se présentent. Voilà déjà la première transphobie qui paraît. Ou également parce qu'il y a un mégenrage constant dans les médias, mais également de la part de ces compétitrices qui perdent face à elles, qui disent ce n'est pas une femme et qui refusent de reconnaître que c'est une femme. D'accord? Donc il y a énormément de choses. On peut jouer aux poupées russes en fait avec ce cas-là. Donc comme je l'ai dit, elle gagne, on met son dossier, son corps est discuté sur la place publique dans les médias, etc. Et en 2018, donc l'année dernière, l'association qui lui avait donné, l'association Fédération Internationale, qui lui avait donné le droit de participer en tant que femme, sort un nouveau règlement en disant si vous voulez participer en tant que femme à la course, à certaines courses bien précises, je vais préciser, il faut que vous ayez tel taux de testostérone. Si votre taux de testostérone est supérieur, vous n'avez pas le droit de participer ou alors il faut prendre des médicaments. D'accord? Donc, ils sortent ce nouveau règlement, on va dire out of the blue, sans contexte.
automatiquement, on le sait, celle qu'il cible, c'est Semenya Caster, précisément. D'accord? Parce que, à ce moment-là, le dossier médical, pas ce dossier médical, mais cette information est rendue publique, qu'elle a un taux de testostérone qui dépasse ce qui est considéré comme la norme chez les femmes. Donc, ils disent, donc il y a cette idée que c'est ce qui la rend plus rapide. Maintenant, il faut bien comprendre que ces règlements, les gens qui défendent ce règlement ont un peu 4 idées en tête lorsqu'ils mettent en place ce règlement. Ils associent testostérone avec rapidité. Le taux de testostérone fait que vous êtes plus rapide. Et plus il est haut, plus on est rapide. Exactement. Ils associent testostérone avec hormones masculines. La testostérone, c'est une histoire d'homme. Les femmes ne devraient pas en avoir autant. Donc, si vous en avez beaucoup, c'est une disposition médicale différente, étrange, qu'il faut rebaisser. Ils considèrent que pour une femme d'avoir trop de testostérone et d'avoir le droit de courir, c'est injuste pour les autres compétitrices. Et donc, lorsqu'ils mettent en place ce règlement, l'idée principale, c'est qu'il faut faire en sorte que la compétition soit juste. Et donc, on doit mettre tout le monde sur un même pied d'égalité. Ce n'est pas juste qu'une femme qui ait plus de testostérone ait le droit de courir. Ce sont les 4 arguments qu'ils donnent pour mettre en place ce règlement. Et ce sont les arguments qu'ils vont défendre face au tribunal sportif au moment où Semenya porte plainte. D'accord? Donc maintenant, on va aller démonter ces arguments à la mort moelle-neu, parce que c'est important de bien comprendre jusqu'où, mort moelle-neu ça te plaît, mais jusqu'où la fuckerie va aller. Tout d'abord, on va parler de cette idée de justice en sport, parce que c'est probablement le côté le plus hypocrite de toute cette affaire. Il y a toute une argumentation, un discours autour de Semenya qui dit le fait qu'elle ait trop de testostérone lui donne un avantage par rapport à ses compétitrices, et ce n'est pas juste. On parle du sport. Notamment, il y a la plupart des sportifs qui arrivent à un très haut niveau, notamment au niveau olympique, et qui deviennent champions ou championnes olympiques, ont des dispositifs ou des caractéristiques corporelles qui les rendent, on va dire, supérieurs et qui leur donnent un avantage dans leur discipline. L'exemple le plus parfait, c'est probablement Michael Phelps, le nageur, qui a en fait, quand j'ai lu des articles sur son corps, je ne savais même pas que tout son corps avait autant de petites caractéristiques qui le rendent comme nageur parfait, notamment pour le papillon. Notamment, il a ce qu'on appelle la double articulation des chevilles. Donc, en gros, son pied peut quasiment, comme chez les dauphins, se retourner. Je ne savais pas. Donc, il a une double articulation au niveau des chevilles. Son corps produit beaucoup moins d'acide lactique que la normale. Vous savez, avec les muscles, voilà. Son corps produit beaucoup moins d'acide lactique que la normale. Ce qui le rend particulièrement performant à la nage papillon, pour lequel il survole, il est appelé le dauphin de la piscine, là, c'est la taille de ses bras. Parce qu'en fait, quand vous étendez les bras, je vous montre, quand vous étendez les bras, d'un bout de vos doigts à l'autre, c'est à peu près la taille de votre corps, grand maximum à 1 ou 2 cm près. Chez Michael Phelps, la différence est de 7 cm. D'accord? Ce qui fait que sa nage papillon, là, quand il fait ça... Cours de morphologie et natation gratuit. Oui, voilà. Il déclenche, limite, il peut déclencher des cyclones, le gars. Il fait des vagues immenses. Non, mais c'est pour vous montrer. Et en gros, toutes ces caractéristiques sont connues, sont publiques, et il est valorisé pour ça. Il est glorifié. On l'appelle le Flying Dolphin. On l'appelle également le Freak of the Water. Il a plein de surnoms comme ça pour dire c'est extraordinaire comment son corps, c'est un poisson. C'est extraordinaire comment son corps est bâti et qui le rend parfait pour la natation, parfait pour gagner les Jeux Olympiques. Et il est valorisé pour cela. On ne lui a pas demandé on va pas faire de chirurgie esthétique sur tes chevilles, on va pas réduire tes bras parce que c'est injuste par rapport à tes compétiteurs. C'est non, gars, tu as le corps parfait, nage. C'est vraiment l'idée. Autre exemple parfait, la NBA. Excusez-moi, pardon, au basketball. Shaquille O'Neal, là, qui fait 2,16 m, il fait ça, le monsieur, il touche le panier de basket, d'accord? Littéralement, le fait qu'il soit aussi grand est valorisé. C'est extraordinaire que Shaquille O'Neal soit aussi grand et qu'il soit basketteur. On ne lui a jamais dit, écoute, 2,16 m, c'est un peu abusé, on va raboter les jambes, là, parce que, attends, il faut être juste au niveau des compétiteurs. Pareil, en ce moment, le génie du basket, parce que Shaquille O'Neal a pris sa retraite, mais le génie du basket s'appelle Giannis Antetokounmpo, excusez-moi pour la prononciation, il est grec, c'est un homme noir, il fait 2,11 m. Certains disent 2,13 m. Il fait 2,11 m. Pareil, le gars, il fait ça. Vous essayez de mettre le ballon, il fait toc. Le ballon repart. C'est tout ce qui se passe. Vraiment, vous restez près du micro. Oui. Pareil, et on l'appelle le Greek Freak. Il est considéré comme peut-être le prochain meilleur joueur de la NBA au niveau du basketball. Il est valorisé pour sa taille. À aucun moment, on a dit... Ok, peut-être on va raboter au niveau des gens parce que c'est injuste pour le joueur qui fait 1,80 m. La norme, quand même, ce n'est pas le 2,11 m et 2,16 m.
c'est extraordinaire au niveau de la taille. Ce n'est pas une norme. Donc, si vous voulez dire, OK, si on veut on soit juste au niveau du sport, il faut qu'on prenne la norme au niveau de la taille. Donc, on va raboter les jambes des joueurs qui sont trop grands. Mais il y a un champion chinois aussi, là, très grand. Je n'ai pas son terme, mais pareil. Je n'ai pas son nom, là, mais très grand, là, ouais. Pareil, extrêmement valorisé. Donc, au niveau du corps, comme au niveau de la morphologie, on peut trouver des centaines de sportifs et sportives qui ont des caractéristiques qui les rendent supérieurs, qui ont un avantage dans leur discipline, et on ne leur demande pas de modifier leur corps ou de modifier leur métabolisme. Donc, pourquoi demander à Semenya Caster de diminuer son taux de testostérone? Donc, également, jusque-là, justice en sport. Également, cette idée d'assimiler testostérone et rapidité. En fait, à l'heure actuelle, on n'a aucune donnée scientifique qui prouve qu'avoir plus de testostérone vous rend plus rapide. En fait, on a des préconceptions par rapport aux hormones qui nous poussent à faire des associations qui n'ont pas lieu d'être. On a eu des médecins, on a des experts qui ont publié, qui ont écrit en disant on ne sait pas si cette hormone rend plus rapide. À l'heure actuelle, on ne sait pas vraiment comment fonctionnent les hormones par rapport au corps, on y travaille. Donc non, cette association n'a pas lieu d'être. Aussi, il faut bien comprendre que, en plus que ce soit, la décision est totalement arbitraire. Parce que si vous êtes persuadé, pour je ne sais quelle raison. Parce qu'ils ont produit des données scientifiques, mais quand ils ont défendu leur idée, là, l'association des fédérations internationales, mais les experts dans le milieu ont dit, mais ce sont des données qui n'ont pas été revues par des pairs. On ne sait pas d'où ils sortent leurs données, là. C'est eux qui ont créé leur rapport et personne d'autre n'a eu accès à leur étude, déjà. Vous fournissez une étude en disant, on est capable de prouver que la testostérone vous rend plus rapide. OK. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que vous voulez faire une réglementation uniquement sur la course de 400 mètres et de 1000 mètres? Alors, et vous dites, OK, le sprint, on laisse. La course à longue distance, on laisse. Tous les autres courses, à part le 400 mètres, le 800 mètres et le 1000 mètres, ça ne nous intéresse pas. Qui sont notamment là où performe Semenya Caster. Donc, c'est complètement arbitraire leur décision. Autre importance également, l'idée que la testostérone est une hormone masculine. Faux. En fait, j'attendais que tu développes. Oui, c'est une approche rétrograde du genre parce qu'on essaye d'avoir une approche biologique essentialisante du genre, de dire on est capable de définir spécifiquement le trait biologique qui fait la différence entre un homme et une femme, qui est le résultat de décennies, de centaines d'années d'études scientifiques avec une approche rétrograde du genre. En fait, la testostérone, on en produit en tant que femme. Et même beaucoup d'experts disent on a une approche de la testostérone qui nous empêche de comprendre comment ça fonctionne avec le corps des femmes. Il y a des femmes, il y a probablement beaucoup plus de femmes qu'on ne le pense, qui produisent beaucoup plus de testostérone qu'on ne le pense. On n'a aucune idée de l'impact de la testostérone sur le corps des femmes parce que la science, sexiste comme elle est, ne s'y est jamais intéressée. Et le fait qu'on utilise l'idée que la testostérone soit une hormone masculine. Et qu'en plus on dise, les femmes qui en produisent trop, c'est un problème, vous ne devriez pas être considérées comme femme si vous en produisez trop, donc il faut diminuer. Alors que chez les hommes, certains hommes produisent moins de testostérone que prévu, on leur dit pas, faut que vous preniez des hormones pour en produire plus. C'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre tout le côté arbitraire, raciste, j'en reviendrai pour raciste, et sexiste et transphobe de cette approche-là. Et une approche rétrograde finalement du genre, et essentialiste et biologiste. Et comment on en est en 2019 ? Donc ça s'inscrit, comme j'ai dit, dans une longue histoire de sexisme. Pour revenir au sexisme et au racisme qui touche Semenya Caster, il faut bien comprendre, d'ailleurs je le tiens de Bruce Kidd, qui est un ancien sportif olympien, qui est maintenant professeur de kiné à l'université américaine. Mais je ne l'avais pas fait remarquer, mais il dit, il faut vraiment comprendre que mettons en avant que ce nouveau règlement est raciste. Pourquoi ? Parce que ils ont estimé dans leurs données que la testostérone avait un impact sur 7 disciplines de sport, d'accord ? 7 disciplines qui se retrouvent aux Jeux Olympiques. Et dans ces 7 disciplines, vous en avez 2 qui sont le saut à la perche et le lancer au marteau. Ce sont les 2 seules disciplines qui sont dominées par les femmes blanches. Ce sont les 2 seules disciplines qui sont exemptées de la nouvelle réglementation. Il va mettre en avant les seules disciplines qui sont touchées par cette nouvelle réglementation sont les disciplines qui sont historiquement dominées par les femmes noires. Et ce sont ces disciplines-là qu'on essaye de réglementer pour faire sortir les sportifs qui sont en train de dominer, à savoir notamment Semenya Caster. D'accord ? Si vous ne connaissez pas le milieu du sport, c'est quelque chose qui passe à côté. Pourquoi, si vous êtes persuadé que la testostérone donne un avantage, notamment sur la corporalité, vous ne touchez pas au lancer de marteau, par exemple, ou au saut à la perche? Parce que ce sont les seules disciplines où ce sont des femmes blanches qui dominent. Il faut également comprendre que c'est une longue histoire de scrutinisation
clandestinisation. Oui, C'est ça? Oui, c'est de scruter. Oui. Le corps des femmes noires avec un angle d'approche de la féminité qui est blanche, donc avec une idée d'une féminité qui se présente d'une certaine manière, qui répond à des critères de beauté, avec une certaine féminité, et donc une catégorie dont on exclut historiquement les femmes noires. On parle de Semenya Caster, on peut retrouver les mêmes types de commentaires sur Serena Williams par rapport à son corps, à ses muscles. On en a trouvé. On peut parler aussi de la manière dont a été traitée Sonia Bonelli, la fameuse patineuse artistique, là, qui était capable de faire des mouvements, notamment des sauts qu'aucune autre patineuse n'était capable de matcher. Oui, et qu'on disait, comment on appelle ça, le flip sur un seul patin, notamment. Voilà. Mais il n'y avait pas que ça, elle avait des sauts que personne n'arrivait à matcher, et encore moins dans la catégorie femme. On ne la trouvait pas gracieuse, elle n'est pas suffisamment belle. On disait, elle devrait arrêter de sauter de temps en temps pour patiner. Voilà, c'est le genre de commentaires racistes qui a fait qu'elle n'a jamais été reconnue, notamment au niveau des Jeux Olympiques, en dehors du France. Elle était médaillée en France, mais dès qu'elle sortait de la France, elle était constamment, elle perdait face à toutes ses concurrentes. Mais on peut même sortir du milieu du sport. Les commentaires que recevait Michelle Obama sur ses bras, sur la manière dont elle s'habillait, qu'elle se présentait, était constamment une attaque et une remise en question de sa féminité. De même, on peut penser au fameux discours de Sojourner Truth, qui parlait face aux féministes blanches en disant « Ne suis-je pas une femme ?» Lorsqu'elle a enlevé son t-shirt pour montrer ses bras parce que c'était une ancienne esclave qui portait des kilos et des kilos de coton et qu'elle avait une musculature qui était dessinée, elle dit « Est-ce que mon corps fait de moi autre chose qu'une femme? Ne suis-je pas une femme ?» Et il y avait un call-out de l'idée de la féminité lorsqu'elle faisait ce discours. Donc, c'est une longue histoire raciste et sexiste dans laquelle s'inscrit le traitement de Semenya Caster. Également, il faut bien comprendre toute la fuckerie médicale qui est demandée par rapport au traitement de cette athlète. Parce qu'on lui demande, je te demande à le mettre en avant, on lui demande de suivre un traitement médical qui va altérer son corps. C'est-à-dire qu'on lui demande de diminuer au niveau du taux de testostérone qu'elle produit naturellement depuis qu'elle est née. Les médecins qui ont participé à l'enquête ont dit, on ne sait pas, l'impact va aller beaucoup plus loin que le sport. On ne sait pas quel impact ça va avoir sur elle de diminuer ce taux de testostérone parce que son corps est habitué à ce taux de testostérone. Ça va aller beaucoup plus, peut-être que ça va avoir un impact sur sa rapidité, mais au final, on s'en fiche. Les médecins, certains qui la défendaient, disent, en final, on s'en fiche de sa rapidité parce que ça risque d'avoir un impact sur son humeur, ça risque de lui déclencher des dépressions, ça risque d'avoir un impact à très long terme sur sa condition mentale, mais aux conditions physiques. Et on n'est même pas capable, à l'heure actuelle, étant donné les connaissances que l'on a autour des hormones, de savoir quels seront ces impacts. Vous ne pouvez pas lui demander de prendre de tels médicaments. Ça va altérer beaucoup de choses. Ça va altérer, ce n'est pas anodin. Et ils ont dit que c'est une atteinte aux droits humains, d'accord, de lui demander de suivre ce traitement. Elle a déjà annoncé qu'elle ne le ferait pas. Je ne sais pas encore quel autre recours judiciaire il lui reste. J'ai lu des articles qui disent qu'il lui restait tel appel qu'elle pouvait faire, mais on n'est pas encore sûr qu'elle va le faire. Elle a dit, je ne prendrai pas ces médicaments, je continuerai de courir et ma vitesse parlera pour moi. Donc, elle compte également participer aux Jeux Olympiques de 2020, mais à l'heure actuelle, on ne sait pas comment ça va s'organiser pour qu'elle ait le droit de concourir. Donc, pour conclure, maintenant que j'en ai terminé, parce qu'il faut vraiment comprendre que ça va au-delà de la testostérone, en fait. Ça touche au stéréotype du genre. Ça touche à ce que l'on considère comment doit être une femme. Ça touche à les femmes noires, comment elles sont supposées être présentées, en quoi elles ne ressemblent pas. Ça touche à ce que l'on considère est le sport et ce que l'on considère comme juste au sein du sport. Ça touche à énormément de choses que uniquement le taux de testostérone qu'on met en avant dans les médias. Donc, pour conclure, comme je l'ai dit, elle a perdu, mais elle a prévu de continuer à s'y opposer. Elle a reçu énormément de soutien de la part de l'Afrique du Sud, que ce soit au niveau de la population, que ce soit au niveau des médias, que ce soit au niveau des associations sportives, et je tenais à le souligner. Et les associations d'Afrique du Sud ont constamment pointé du doigt le racisme et le sexisme qu'elle subissait, un peu moins la transphobie, mais en tout cas, ils l'ont bien dénoncé. Et aussi, toute cette affaire, en fait, c'est un rappel de la manière dont lorsque vous allez à l'encontre des attentes au niveau du genre, vous allez en payer le prix. Sa carrière montre à quel point elle paye le prix d'aller à l'encontre de la manière dont on considère que les femmes devraient se présenter, ou les hommes, ou le genre en général. Donc, elle a subi voyeurisme, elle a subi acharnement, elle a subi des tests médicaux qu'elle le dit dégradants que je n'aurais pas dû à subir. Et elle continue de se battre pour ça. Donc, il faut faire attention aussi au niveau du traitement médiatique de son histoire parce que c'est pas quelque chose d'anodin et c'est pas quelque chose de nouveau en fait. Ça s'inscrit vraiment dans une longue histoire raciste, sexiste, transphobe de la manière dont on traite les femmes en général et encore plus précisément dans le sport. Et également, ça dépasse seulement Semenya Caster. Parce que même comme j'ai dit, si c'est une femme cis, ce sont les mêmes mécanismes qu'on utilise,
les mêmes arguments qu'on utilise pour empêcher les femmes trans ou empêcher les hommes trans de participer au sport ou empêcher les personnes intersexes ou avec tout un tas de méconceptions de l'intersexualité de participer à certaines compétitions, de participer en général aux compétitions sportives. Donc ce sont les mêmes mécanismes de stéréotypes et les mêmes mécanismes d'exclusion qui sont utilisés pour Semenya Caster. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce traitement-là. C'est très, très, très instructif, c'est très enrichissant. J'ai suivi comme beaucoup de gens hein, cette histoire-là dès le début, comment il y a eu cet acharnement sur elle. J'ai applaudi quand elle est rentrée en Afrique du Sud avec ses médailles et que les Sud-Africains, je me rappelle, je pense c'est Zuma qui était encore là, tu vois, l'a accueilli en disant elle est notre héroïne, on va la supporter, ainsi de suite. Et là, je t'entends avec toutes les portes que tu as ouvertes. Et je me dis, qu'est-ce qui manque? Parce que tu as aussi fait allusion à quelqu'un comme Serena Williams, tu as fait allusion à Soria Bonali. J'ai dit, mais qu'est-ce qui manque aux Noirs en général pour se mettre peut-être ensemble sur ce type de cause et de s'élever? Parce que mais actuellement, il y a un support populaire voilà, très important pour elle. Oui. Tu vois, en Afrique du Sud. Mais c'est quelque chose qui devrait s'étendre. Vu comment tu l'as présenté, ça pourrait être demain une petite Camerounaise, ça pourrait être demain une petite Ivoirienne, ça pourrait être demain une jeune fille haïtienne qui ne pourra pas peut-être que ça va. Voilà, qui ne pourra pas concourir parce que, voilà, il y a ces critères-là. Et je pense qu'il faudrait peut-être que les gens prennent un peu plus conscience de cela. Là, tu as évoqué quelque chose dans le sport. Et tu l'as dit, sortir un peu du sport, participer à sensibiliser les gens sur ce phénomène-là, parce qu'avec tout ce que tu as dit, j'avais déjà entendu parler des fameux tests, parce que c'était pas juste le test visuel. Naïf comme j'étais, je me disais, ok, ben on va lui demander de se déshabiller, puis on va voir que c'est une femme. Non, ça va au-delà, c'est comment on appelle ça, l'injustice de la situation, l'horreur de la situation en plus, c'est que ces tests ne sont pas, si ces tests étaient obligatoires, ce seraient déjà des tests qu'il faudrait attaquer, parce que de quel droit on oblige des individus à passer ce type de test. Mais ça a juste été, on regarde toutes les participantes, à elles. Imagine quelqu'un a juste dit son physique. C'est déjà un préjugé. Oui. C'est ça. Et a été jusqu'à dire, on va devoir faire des tests parce que ton physique. Et a reçu l'autorisation de l'Association fédérale des sports qui a dit oui, on va exiger que l'Afrique du Sud nous prouve que c'est une femme. En disant, il y a peut-être un sous-entendu. Il y a des femmes, tu parlais des femmes très souvent issus de l'Europe de l'Est ou de l'ex-Union soviétique qui n'ont jamais reçu ce type de traitement. Celles qui lancent les marteaux, les disent, quand tu les vois, elles sont musclées, elles sont fortes. Mais ça s'inscrit également sur le stéréotype parce qu'on a cette idée que on n'a pas, les femmes et les hommes, dans une idée binaire, n'ont pas les mêmes résultats au sport parce qu'on n'a pas la même capacité au niveau de la force et au niveau des muscles. Ce que, encore une fois, la science essaye de nous démontrer que ça n'a rien à voir parce que les femmes sont capables de développer la même musculature avec un entraînement spécifique dans des conditions spécifiques. Et en fait, c'est justement parce qu'on a une histoire d'empêcher les femmes de développer ce type de force et de musculature qu'on se retrouve à avoir une vision aussi restreinte femme-homme. Donc, c'est pour ça que ça s'inscrit dans tellement de préjugés, de stéréotypes de ce qu'on considère ce que devrait ressembler une femme et ce qu'elle devrait être capable de faire au sport. Et comment se fait-il qu'elle soit aussi rapide alors qu'elle ressemble à ce qu'elle ressemble, il y a quelque chose qui cloche. Parce que l'idée derrière tout ça, c'était de dire qu'il doit y avoir une fraude quelque part. L'insulte... Bon, j'ai déjà fait ma chronique là-dessus, je ne vais pas me relancer, mais... Tu as déjà fait ta chronique. Merci beaucoup, Jade. Bon retour. Merci. À la semaine prochaine. On se voit la semaine prochaine.